Reprenons là où nous nous sommes arrêtés. Je parlais de la structure du cerveau, du comportement humain et de comment ces deux choses sont complètement liées. La santé du cerveau joue un rôle essentiel dans le comportement humain. Il est donc extrêmement important que les êtres humains se familiarisent avec la structure et le fonctionnement de base du cerveau. Je ne vous dis pas que ce que je vais vous montrer aujourd'hui représente la totalité des neurosciences. Je dis que c'est la base. C'est l'essence du fonctionnement de la structure du cerveau. Cela fait partie de la compréhension des aspects physiologiques du fonctionnement de la conscience. Il y a donc trois structures complexes principales qui composent le cerveau humain dans son ensemble. Le premier est le cerveau reptilien. Cette partie du cerveau facilite les fonctionnements de survie de base. C'est la partie du cerveau qui se met au travail et s'active lorsque nous sommes dans ce qu'on appelle le mode de combat ou de fuite, quand la survie est en jeu. Elle contrôle aussi les fonctions motrices de base et la respiration. La deuxième partie du cerveau est au-dessus du cerveau reptilien, c'est le système limbique. On l'appelle aussi le cerveau paléo-mammalien. Cette partie du cerveau facilite les émotions humaines et rend possible la sensation des émotions humaines dans la physiologie. Elle le fait en libérant ce qu'on appelle des neuropeptides dans la circulation sanguine, par le biais de différentes glandes qui composent le cerveau limbique, ou ce qu'on appelle le mésencéphale également. La dernière partie du cerveau, la structure la plus élevée et la plus récente du point de vue de l'évolution, s'appelle le néocortex. En réalité, cette partie du cerveau s'appelle le télencéphale. C'est ce que nous considérons traditionnellement comme la matière grise du cerveau, avec les hémisphères. Le néocortex est l'endroit où se trouve toute l'activité électrochimique, qui comprend nos modes de pensée humains. Et cela se passe dans l'enveloppe extérieure du télencéphale, que l'on appelle le néocortex. Cette partie du cerveau facilite donc toutes les fonctions humaines de la pensée, ce que nous considérons comme les choses de la pensée, qui font de nous un être humain et nous séparent du règne animal, les fonctions supérieures de la pensée, la logique, l'intuition, la créativité. Nous allons donc décomposer ces parties du cerveau et je vais vous donner une représentation visuelle de celle-ci. Ici en bas se trouve le cerveau reptilien. Il est composé du tronc cérébral juste ici et cette partie du cerveau est appelée le cervelet. Ces deux composants ensemble constituent essentiellement le cerveau reptilien. Encore une fois, le cerveau reptilien est la partie du cerveau où la conscience est la plus faible. Nous ne pensons pas avec cette partie du cerveau qui est la partie réactive. Elle réagit aux stimuli. C'est le mécanisme de réponse aux stimuli. Ici, dans cette partie centrale du cerveau, il y a toutes les différentes glandes comme l'hypothalamus, l'hypophyse et la glande pinéale, etc., qui composent le cerveau moyen ou le système limbique. Toutes les émotions humaines sont facilitées ou rendues possibles par cette partie du cerveau. Si cette partie du cerveau ne fonctionnait pas correctement, vous ne seriez pas en mesure d'éprouver une gamme normale d'émotions humaines. C'est une partie de ce qu'est la psychopathie. Chez les psychopathes, cette partie du cerveau ne fonctionne pas correctement, que ce soit à cause d'un trouble de naissance, ou que ce soit à cause des conditions dans lesquelles une personne est chroniquement restée au cours de la vie. Cela a engourdi cette partie du cerveau et elle ne fonctionne plus correctement. Donc la personne ne ressent pas une gamme normale d'émotions. Cette partie du cerveau, qui est le télencéphale, la matière grise, avec tous les sillons, etc., c'est le néocortex. Le néocortex est en gros l'enveloppe extérieure du télencéphale, le cerveau supérieur. C'est le cerveau humain. Néo signifie nouveau. C'est donc la partie la plus récente de la structure du cerveau, aussi loin que soit allée l'évolution de l'être humain. Donc cette partie du cerveau facilite toutes les pensées supérieures.
Ce que vous devez comprendre du télencéphale ou des hémisphères du cerveau, c'est qu'ils sont tout d'abord bilatéralement symétriques et qu'ils contrôlent généralement différentes fonctions de la pensée. Je ne vous dis pas que c'est à 100%. Les neurosciences sont plus compliquées que ça. Mais en général, la partie gauche, l'hémisphère gauche du cerveau, est ce qui régit la logique, la pensée analytique, la pensée scientifique et mathématique, et aussi le processus de pensée linéaire. Les tâches et les détails du monde physique, être capable de décomposer les choses et de les analyser. Il s'agit donc de démontrer les choses, de les décomposer en éléments plus petits et d'analyser les morceaux. C'est ce qui fait le cerveau gauche. Vous pouvez le voir comme un processeur qui travaille à la chaîne. D'abord ici, ensuite là, ensuite là-bas, et enfin nous pouvons arriver à la solution. C'est linéaire. Le côté droit du cerveau, l'hémisphère droit, gouverne ou facilite et rend possible la créativité humaine, notre constitution émotionnelle, toutes les dynamiques émotionnelles, la pensée holistique de l'être humain, la capacité de voir la situation dans son ensemble, la reconnaissance des schémas, et puis des choses comme la compassion, le soin, l'attention, l'éthique, dans une large mesure. Et je dirais que la pensée éthique est le résultat d'un équilibre entre les deux hémisphères, mais nous allons le voir plus loin. Si cette partie gauche du cerveau devient chroniquement dominante, la partie masculine du cerveau, je mets ces symboles ici. C'est un ancien symbole archétypal appelé la lame. C'est un simple triangle pointant vers le haut. Et ce triangle pointant vers le bas est un ancien symbole archétypal qui dans le monde antique était appelé le calice, la coupe, etc. La lame était un symbole phallique rudimentaire et le calice était un symbole d'utérus rudimentaire, représentant le mâle et la femelle, ou plus précisément les composantes féminines et masculines de la conscience. L'idée est de maintenir un équilibre entre ces deux-là. Quand nous avons un équilibre entre les deux, c'est quand nous fonctionnons sur tous les cylindres, pour ainsi dire. C'est quand la vraie conscience et la reconnaissance des schémas sont développées. Et c'est à ce moment-là que la vraie moralité et les considérations éthiques sont également créées dans la personnalité de l'être. Si cette partie du cerveau est chroniquement dominante, la partie gauche du cerveau, ce qui se passe, c'est que le côté droit du cerveau est déséquilibré. Il ne fonctionne pas vraiment à un niveau supérieur. Le cerveau limbique va subir cet effet. Il va aussi commencer à s'éteindre. Donc, vous aurez beaucoup de schémas du cerveau gauche. Et si nous n'utilisons pas aussi le cerveau droit, les fonctions exécutives du cerveau reptilien vont prendre le dessus. Nous allons vivre à partir de notre cerveau reptilien dans une sorte de mode de réponse aux stimuli seulement, au lieu de vivre à partir d'un mode holistique équilibré du cerveau. Lorsque nous sommes dans cet état équilibré, le néocortex, qui régit la pensée d'ordre supérieur, rend possible la pensée d'ordre supérieur et la pensée éthique, et ce qui dirige la personnalité. À l'inverse, si le côté droit du cerveau est chroniquement dominant, disons-le ainsi, avec le côté gauche du cerveau chroniquement dominant, vous avez le contrôleur, c'est la mentalité du maître. Avec le cerveau droit chroniquement dominant, c'est la mentalité de l'esclave. C'est « je ne me défendrai pas et j'accepterai tout ». Le New Age total en d'autres termes. Donc, si cette partie du cerveau est chroniquement dominante, l'inverse se produit. Le cerveau reptilien va s'éteindre, il va souffrir, il ne fonctionnera pas correctement, alors que le cerveau reptilien est nécessaire. Il vous permet de vous défendre quand vous êtes attaqué. C'est la réponse de combat ou de fuite. Dans une situation dangereuse, vous devez savoir si vous allez vous battre contre ce qui vous attaque ou si vous allez prendre la fuite. C'est un mécanisme de survie qui est nécessaire quand il y a un danger. Donc, lorsque cette partie du cerveau est chroniquement déséquilibrée, le cerveau reptilien s'éteint, les gens se figent, ils ne se défendent pas et n'agissent pas. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont dirigés par leurs émotions. Encore une fois, le cerveau limbique gouverne toutes les émotions, positives et négatives, la compassion et la peur, toute émotion humaine possible.
Le mésencéphale est ce qui facilite finalement cette émotion dans la physiologie. Si cette partie du cerveau est chroniquement dominante, le contraire se produit. On devient esclave, on s'éteint, on se fige, on est dirigé par les émotions et on ne se défend pas. Le néocortex du cerveau a deux hémisphères. Le cerveau gauche facilite largement la logique et la pensée scientifique, tandis que l'hémisphère droit du cerveau facilite largement la créativité et la compassion. Lorsque les deux hémisphères sont équilibrés, le néocortex joue le rôle qui lui revient en tant que centre de commandement exécutif de l'ensemble du cerveau humain. Et c'est alors que naît la véritable intelligence. La véritable intelligence est un concept que je pense que plus de gens doivent vraiment comprendre. Les gens ont assimilé l'intelligence à l'intellect, surtout dans la société occidentale. L'intellect n'est pas l'intelligence. Laissez-moi le répéter. L'intellect n'est pas l'intelligence. L'intelligence comprend plus que l'intellect. L'intellect est la compréhension du cerveau gauche. La véritable intelligence est une compréhension holistique, avec le cerveau droit inclus dans le processus. Les côtés nourriciers, compatissants, créatifs et intuitifs de la conscience, ainsi que l'aspect intellectuel de la conscience. Vous pouvez voir cela dans le mot intelligence. Intelle est l'origine de l'intellect. Et gens, G-E-N-C-E, vient du verbe latin générer. Générer signifie générer ou créer. C'est l'aspect créatif de la personnalité ou le cerveau droit. C'est donc l'intellect plus la créativité, la pensée logique plus l'attention et la compassion. C'est la véritable intelligence, l'intelligence holistique. Et la plupart des gens dans notre société ne sont pas dans l'intelligence holistique. Ils sont dans une forme de déséquilibre du cerveau ou l'autre. Voyons donc comment cela se manifeste. Si l'hémisphère gauche du cerveau de l'être humain devient chroniquement dominant, le cerveau reptilien va prendre le contrôle de la fonction exécutive du cerveau et la personne sera gouvernée par l'égoïsme et les désirs primaires. Et elle développera une personnalité basée sur la domination et le contrôle. Inversement, si l'hémisphère droit du cerveau d'un être humain devient chroniquement dominant, le système limbique prendra le contrôle de la fonction exécutive de l'ensemble du cerveau et la personne sera dirigée par ses propres émotions et développera une personnalité basée sur la soumission et la naïveté. C'est la mentalité d'esclave. Le schisme de l'individu. C'est capital. Parce que ce n'est pas seulement un schisme au sein de la conscience individuelle, c'est un schisme de la vision du monde, de la façon dont nous nous voyons dans le monde et de la façon dont nous voyons notre relation aux autres dans le monde. C'est ce que j'appelle le schisme mental. Cela met en évidence ce qui va se passer. Quels types de pensées vont se manifester lorsque certains types de déséquilibre cérébral sont présents. Quand nous sommes dans ce schisme, et la plupart de l'humanité s'y trouve, nous intellectualisons tout beaucoup trop, et nous sommes trop dans l'hémisphère masculin du cerveau. Nous n'utilisons pas le droit, ou les capacités intuitives du cerveau, l'hémisphère droit du cerveau. Ce que cela peut amener dans le monde est encore une fois un scepticisme rigide. Qu'avons-nous dit à ce sujet? Ce n'est pas propice à l'apprentissage. Les gens ne vont pas vraiment apprendre quand ils sont dans un scepticisme rigide. C'est une marque de fabrique du scientisme. C'est ce qu'est le scientisme. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Ce sont les adorateurs de l'autel du scientisme. Ils ont ce scepticisme rigide parce qu'ils sont purement intellectuels. Ils ne sont pas vraiment intelligents. L'aspect créatif est absent de la composition de leur personnalité. L'athéisme est une caractéristique de la pensée dominante du cerveau gauche parce qu'il évite tous les aspects de la réalité spirituelle. Il n'y a pas d'esprit. L'univers est un grand accident cosmique. À partir de là, vous obtenez des choses comme le solipsisme. Le solipsisme n'est-il pas purement issu du cerveau droit? Non, c'est aussi un déséquilibre du cerveau gauche. Et le solipsisme peut générer ces deux formes de déséquilibre. Croire que rien ne peut être connu, qu'il n'y a pas de vérité. La vérité est un gros mot pour beaucoup d'individus avec un déséquilibre du cerveau gauche, vous le remarquerez.
Le solipsisme joue également dans le déséquilibre du cerveau gauche. Tous ces états mènent inévitablement à ces choses ici-bas. Le relativisme moral vient ensuite. L'idée qu'il n'y a pas de différence entre le bien et le mal, que nous devons juste inventer ces choses. Elles n'existent pas intrinsèquement dans la nature, on peut décider de ce qui est bien ou mal pour nous-mêmes et l'inventer, au hasard. C'est donc une idéologie très dangereuse dont nous allons beaucoup parler. Le darwinisme social vient inévitablement après ça. C'est l'idée qu'une certaine classe de la société peut diriger la vie de tous les autres, parce qu'ils sont l'intelligentsia, comme on les appelle, ou les intellectuels. Et c'est ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils intellectualisent trop. Et ils dirigeront la société parce qu'ils sont plus aptes. Comme le darwinisme postule la survie du plus apte, le darwinisme social postule la survie du plus impitoyable socialement. Beaucoup de gens croient que c'est l'ordre naturel. Ils croient que c'est l'ordre naturel. Et rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Ce que c'est un chaos psychopathique qui n'a rien à voir avec la nature et n'a rien à voir avec l'ordre. C'est exactement le contraire. Ce sont des caractéristiques de l'occultisme noir également. Je pense que je sais une chose ou deux à ce sujet puisque j'en ai été prêtre pendant presque 10 ans. Je sais éventuellement une ou deux choses sur le satanisme. Le relativisme moral est un des grands principes du satanisme. C'est en fait l'un des piliers du satanisme. Le darwinisme social est très apprécié et valorisé dans le satanisme, ainsi que l'eugénisme. Les gens ne comprennent pas ce qu'est l'eugénisme. L'eugénisme, c'est essentiellement des gens qui sont allés si profondément dans cette forme de déséquilibre du cerveau gauche qu'ils croient être Dieu et qu'ils doivent décider qui vit et qui meurt. C'est vraiment ça. Nous allons contrôler qui se reproduit et qui ne se reproduit pas, qui peut vivre et qui ne peut pas vivre. C'est essentiellement l'eugénisme en un mot. Et ce sont des formes d'autoritarisme. C'est l'idée que l'homme est l'auteur, l'homme est le créateur, l'homme est Dieu. L'homme fera la loi, il décidera de la vie et de la mort à tout moment. Nous déciderons de ce qui est bien et mal, etc. C'est essentiellement ce que toutes ces formes de pensée sont, un déséquilibre extrême du cerveau gauche. Et j'y étais. J'étais dans cet état dans ma vie. Je l'ai été pendant des années. Pendant des années. Regardons l'autre forme de déséquilibre. Si le côté droit du cerveau est chroniquement dominant, cela conduit à un type de déséquilibre similaire, mais dans la forme exactement opposée. Le cerveau est encore complètement déséquilibré. La personne n'est pas dans un état de conscience élevé, elle est complètement inconsciente de ce qui se passe réellement en elle et autour d'elle. Mais la manifestation est généralement à l'opposé des formes de déséquilibre du cerveau gauche. Donc, si vous êtes dans un véritable déséquilibre du cerveau droit, cela conduira à la naïveté, croire tout ce qu'on vous dit, d'accepter les choses de, entre guillemets, des canaux officiels et des sources officielles sans vraiment les vérifier par vous-même. Une croyance aveugle, vous croyez la prochaine religion qui se présente. Nous devons juste leur dire ce qu'ils veulent entendre et ils le croiront. Les gens qui adhèrent au New Age sont essentiellement dans cette catégorie, naïveté et croyance aveugle. Les gens qui font confiance au gouvernement, bien sûr, sont dans cette catégorie, car, encore une fois, il s'agit de créer les maîtres et les esclaves. C'est à ça que sert le déséquilibre cérébral, et c'est pourquoi les contrôleurs veulent propager ce déséquilibre et le maintenir en place. L'extrémisme religieux, c'est la marque du déséquilibre du cerveau droit. Le solipsisme, la vérité n'existe pas. Sentiment d'indignité, dégoût de soi, accepter les ordres des autres, être un suiveur d'ordre. Nous aurons une section entière sur les suiveurs d'ordre plus tard et comment c'est l'opposé exact de tout ce qui est vertueux. Pour les gens qui croient que suivre les ordres est une sorte de vertu, je ne sais pas quoi vous dire. C'est la chose qui mène à tout le mal du monde. Accepter les ordres de quelqu'un et ne pas évaluer par soi-même si l'acte ou le comportement est moral ou non. Cela crée un esclave consentant. Cette forme de déséquilibre crée un esclave consentant, alors que le déséquilibre du cerveau gauche génère finalement un maître psychopathe. Ce sont toutes deux des formes de contrôle mental. C'est juste un autre aspect de la façon dont le contrôle mental fonctionne.
Les propagateurs du contrôle mental ne font que maintenir ce déséquilibre sous une forme ou une autre. Ils ne soucient même pas de savoir laquelle, tant qu'il y en a qui sont déséquilibrés dans une direction ou dans une autre. C'est ainsi que la dynamique joue contre elle-même, et que nous avons un monde qui continue d'être maintenu sous contrôle. Examinons donc le schisme de la vision du monde qui va de pair avec le schisme du cerveau ou le schisme mental. La vision du monde est exactement ce qu'elle dit. Comment voyez-vous le monde? Comment vous voyez-vous dans ce monde? Comment voyez-vous les autres dans ce monde? Eh bien, lorsqu'il y a une dominance chronique du cerveau gauche, la vision du monde qui émerge est celle du hasard. Et encore une fois, c'est une marque de fabrique du scientisme. Le monde est ce grand accident cosmique. L'univers entier est un grand accident. Il n'y a pas de but, il n'y a pas de créateur. Tout s'est manifesté comme par magie, sans raison, à partir d'une singularité, d'un seul point dans l'espace-temps, sans raison. Donnez-moi ce point et je pourrai vous dire tout ce qui est arrivé après. Mais vous devez me donner ce point. Et on vous vend du rêve. Il n'y a pas d'intelligence sous-jacente dans la nature. La nature est morte. C'est le centre de cette vision du monde. La nature est morte. C'est une chose morte. C'est une machine mécanisée qui est là sans raison. L'esprit n'existe pas du tout. La dimension spirituelle n'existe pas. La loi naturelle n'existe certainement pas. Parce que pour accepter la loi naturelle, il faut savoir d'où elle vient. J'ai demandé aux gens s'ils acceptaient que la loi naturelle existe, ou, vous savez, qu'il y ait une vérité objective, ou une moralité, et 2/3 des gens ne croient pas qu'elle existe. Ils n'y croient pas. Ils ne pensent pas qu'il existe une réalité objective, une vérité objective et une moralité objective. Ils pensent que tout est relatif et qu'on doit tout inventer. J'ai fait une petite étude psychologique en posant simplement cette question à des gens au hasard, en recueillant les résultats et en les analysant. Il y a environ 2/3 de personnes qui sont des relativistes moraux et qui croient que la vérité est relative, qu'elle n'est pas objective. Demandez aux mêmes personnes si elles croient au karma. 88, presque 90% des gens croient que le karma est réel et existe. Je n'en reviens pas. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de différence réelle entre le bien et le mal, que ce sont des constructions dans l'esprit humain, mais qu'en même temps, ils gardent dans leur esprit l'idée que le karma existe. Eh bien, je leur ai posé la question, qu'est-ce qui a mis le karma en place? Si vous croyez qu'il existe, quelle force l'a créé? Qu'est-ce qu'il a créé? Qu'est-ce qu'il a mis en place? Et ils n'ont pas de réponse à cette question. Ils croient intuitivement que le karma existe, mais ne peuvent pas répondre à la question « d'où vient-il » parce que cela impliquerait un créateur, et quelqu'un qui souffre d'un déséquilibre du cerveau gauche ne peut pas reconnaître ça. Donc, pour une personne souffrant d'un déséquilibre du cerveau gauche, il n'y a pas de chose telle que la loi spirituelle ou la loi naturelle. Ça n'existe pas. En fait, toute l'existence n'a pas d'autre but que de continuer à exister. La survie est la plus haute aspiration pour un individu au cerveau gauche déséquilibré. Le bien et le mal n'ont aucune importance. Il n'y a même pas de raison d'en discuter. Parce que le bien est ce qui est bien pour moi si je suis un super déséquilibré du cerveau gauche. Et le mal est tout ce qui m'affecte négativement. Ça n'a pas d'importance ce qui est réellement moral. Tout est subjectif pour un individu au cerveau gauche déséquilibré. Et pour eux, rien n'a de but. Puisque ce ne sont que des grands accidents cosmiques, comment pourrait-il y avoir un but à l'existence sans un créateur qui va créer un but pour elle? Donc il n'y a pas d'autre but que de continuer à survivre. La preuve est là, ils sont dans le cerveau reptilien. La survie est le but suprême, la survie est la seule aspiration. Dans le satanisme, le cerveau gauche est déséquilibré au maximum. Vous savez quelle est leur loi numéro 1? La survie. La survie est la loi suprême. Nous entendons parler de cela dans le darwinisme. Le but ultime de l'être est de continuer à survivre. Je ne suis pas du tout d'accord. Il y a des lois plus élevées que la survie. Mais dans le satanisme, on appelle ça l'autopréservation. Cela signifie aussi la préservation des systèmes de croyance. Les systèmes qui servent le moi égoïque, ils doivent continuer à survivre.
La préservation du moi est la loi la plus élevée. C'est ce qui est le principe numéro 1 du satanisme. Peu importe sur qui vous devez marcher pour y arriver, sur qui vous devez marcher pour avoir le dessus sur quelqu'un d'autre. C'est un déséquilibre extrême du cerveau gauche. Toutes ces caractéristiques de cette vision du monde aléatoire sont des marques de fabrique du scientisme, de l'athéisme, du totalitarisme et de l'occultisme noir. Vous pourriez l'ajouter à cette liste. Que vous vous y référiez comme du satanisme, du luciférianisme sombre, cela ne fait pas de différence. C'est la marque de fabrique de l'occultisme sombre. De l'autre côté, du côté du cerveau droit, il y a une autre vision du monde appelée déterminisme. Le déterminisme est basé sur le déséquilibre du cerveau droit et se définit par l'impuissance générale, la religiosité et le rejet du libre arbitre. Cette vision du monde conduira finalement à une société de suiveurs aveugles et d'esclaves volontaires qui acceptent leurs conditions comme leur lot dans la vie. Voici les caractéristiques de la vision déterministe du monde. Dieu contrôle chaque événement de la création. Rien ne se passe au hasard. Il n'y a pas de libre arbitre. Vous ne pouvez jamais inverser la tendance par le biais du libre arbitre. Chaque événement est prédéterminé. Les religieux y croient. J'aime dire que ma présentation va énerver tout le monde, et c'est son objectif. Parce que si vous êtes dans l'un de ces systèmes de croyance, il représente une forme de déséquilibre ou un autre. Donc les gens qui croient au gouvernement et à la science sont dans ce déséquilibre du cerveau gauche et seront énervés quand je parle de cette forme de déséquilibre. Puis les gens qui sont dans la religion du mouvement New Age sont dans un déséquilibre du cerveau droit et vont être énervés par ça. Bien, énervez-vous. La vérité vous fera chier et ensuite elle vous libérera, si vous l'acceptez. Donc, vous savez, toutes les choses sont prédestinées. Le libre arbitre est une illusion. Non. Vous savez qui vient de le dire dans son dernier livre ? Stephen Hawking, qui pourrait être la personne avec le plus grand déséquilibre du cerveau gauche, qui vénère l'autel du scientisme, croit que l'univers est un grand accident et une machine mécanisée. C'est comme si la boucle était bouclée. Ces déséquilibres se nourrissent l'un l'autre comme une boucle de rétroaction. Il est allé si loin dans le déséquilibre du cerveau gauche qu'il a développé la marque du déséquilibre du cerveau droit, qui est qu'il n'y a pas de libre arbitre. Puisque tout est une machine mécanisée et qu'il n'y a pas de conscience, il ne peut pas y avoir de choix. Nous sommes en fait des robots contrôlés par la matière. Hawking le croit. Il l'a même écrit dans son livre. Il dit que le libre arbitre est aussi mort que Dieu. Et des millions de personnes achètent les livres de ce crétin, et je le traiterai de crétin en face. Il n'y a pas une goutte d'intelligence dans cet homme, et les gens pensent qu'il est l'une des personnes les plus intelligentes du monde. Vous êtes peut-être l'une des personnes les plus exagérément intellectuelles du monde, mais vous n'avez aucune sagesse, zéro, si c'est comme ça que vous pensez. Mettez-les en face de moi et je leur dirai. Ces gens croient réellement qu'il est intelligent. Cette personne n'est pas intelligente, elle est stupide. Il est intellectuel, mais ça ne vous rend pas intelligent. Il n'a pas de vision d'ensemble. Aucune. Ce n'est pas parce que vous pouvez théoriser quelque chose, le visualiser et le calculer mathématiquement que vous êtes une personne intelligente. Cela signifie que vous êtes bon dans l'utilisation de l'intellect. Vous êtes bon en mathématiques, vous êtes bon dans la pensée linéaire et logique. Cela ne fait pas de vous une personne sage. Pour continuer avec la vision du monde du déséquilibre du cerveau droit, puisque Dieu contrôle toute la création, rien ne peut être changé. Les êtres humains ne peuvent pas créer le changement. Tout est fait par Dieu pour être comme ça. C'est ce qu'est la religion et ce que pensent les personnes déséquilibrées du cerveau droit. Alors pourquoi agir? Voici donc pourquoi toute action est finalement dénuée de sens. Une grande marque de fabrique de la communauté New Age, parce que c'est une religion. Un courant miracle. Nous devons juste accepter tout comme c'est, n'est-ce pas les amis? Ça ne fait aucune différence si le mal se déchaîne parmi nous. Non, acceptez tout. N'essayez pas de changer quoi que ce soit. Ne faites rien, observez simplement, et voyez jusqu'où cela vous mène dans l'esclavage. Parce que c'est la meilleure façon de s'enchaîner. Donc ce sont toutes les horribles caractéristiques de l'extrémisme religieux et de ce que j'appelle simplement la pensée d'esclave, parce que c'est ce que c'est. N'euphémisons rien.
Appelons-les par leur vrai nom. C'est la pensée du maître, et ça, c'est la pensée de l'esclave. Et si vous voulez un monde qui continue à propager l'esclavage, vous resterez dans une de ces formes de déséquilibre cérébral. Ce déséquilibre du cerveau droit, en plus de l'extrémisme religieux et de la pensée esclave, est la marque de fabrique du mouvement New Age et de leurs adeptes religieux. Il y a un équilibre qui peut être trouvé. C'est en fin de compte de quoi il s'agit, créer un équilibre. Parce qu'il y a des composants de ces deux visions du monde qui, s'ils se rejoignent, nous montrent quelle est la vérité. Et la voilà juste au milieu. Il y a une composante déterministe de la réalité et il y a une composante aléatoire de la réalité, existant en coopération, en conjonction. La composante déterministe est ce dont je parle ici aujourd'hui et à laquelle je me réfère sous la bannière de la loi naturelle. Ça, c'est déterminé. C'est la loi, elle est établie, vous ne la changez pas, elle fonctionne de cette façon sans faille 100% du temps. C'est déterminé. La loi naturelle est déterminée. C'est la composante déterministe de la réalité. Puis il y a une composante aléatoire de la réalité qui fonctionne continuellement en conjonction avec la loi naturelle, et c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Notre capacité à choisir nos comportements, à faire certaines choses et à ne pas choisir de faire certaines choses. Et nous l'avons. Chaque individu l'a. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, je ne me soucie pas de l'institution dans laquelle vous vous trouvez, je ne me soucie pas de qui vous avez écouté jusqu'à présent, je me moque du milieu d'où vous venez, je me moque de la classe économique d'où vous venez. Chaque être capable de penser est doué de libre arbitre. Vous avez le libre arbitre pour choisir vos comportements, et tous les autres êtres humains aussi. Tout le monde. C'est un cadeau de la création elle-même. Nous pouvons choisir ce que nous allons faire et ne pas faire. Personne ne peut vraiment faire quelque chose à quelqu'un comme un robot. Mais croyez-moi, il y a des gens qui essaient. Art a parlé de José Delgado, qui cherchait des moyens de contrôler électroniquement, directement le comportement humain par des implants de puces et des stimuli dans le cerveau. Comme un robot, mettre une technologie dans le cerveau pour contrôler le comportement de l'individu. Et ça s'est passé ici même. C'est ici que ça s'est passé, sur le campus de Yale. Lisez certains de ces trucs. Vous voulez être dérangé? Vous pensez que ce que je vous dis est quelque peu dérangeant? Lisez certains des documents de Delgado. Il dit aux gens, nous allons vous montrer que le libre arbitre n'existe pas. Nous allons vous montrer que les droits n'existent pas. Que c'est nous qui décidons de ce que sont les droits. La classe dirigeante décide de ce qu'est un bien ou un mal. Nous vous le disons et vous n'avez pas le choix. Il vous dit, nous allons vous montrer que vous n'avez aucun droit, que vous êtes des esclaves. Lisez un peu son travail. Je recommande un autre excellent livre de Jim Keith, Le contrôle des masses, l'ingénierie de la conscience humaine. Si vous n'avez pas lu ce livre, achetez-le et lisez-le. Et ce n'est qu'une introduction. Beaucoup de gens pensent qu'il a été assassiné. La vérité se trouve au milieu de ces visions du monde. Il y a une composante déterministe appelée loi naturelle, et il y a une composante aléatoire appelée libre arbitre, notre capacité à choisir librement notre comportement. Examinons donc ce débat qui dure depuis des temps immémoriaux sur la nature humaine contre l'éducation humaine. Je me prépare encore une fois à énerver tout le monde. Ce débat dure depuis toujours. À quoi ressemble vraiment la nature humaine? Quelle est son essence? Est-elle angélique ou démoniaque? Je dirais que c'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est pas les deux, c'est ni l'un ni l'autre. Personne ne gagne ici, aucun des deux côtés. Pour les gens, c'est aussi une chose très difficile à accepter. Parce que lorsque nous posons la question « Quelle est la nature d'un être humain ?», c'est une question très similaire à celle de savoir quelle est la nature de cet ordinateur sur cette plateforme. Quelle est la nature de ce projecteur? Quelle est la nature de ces caméras? Eh bien, est-ce que je peux vraiment dire quelle est la nature de ces choses?
C'est un ordinateur. Sa nature est de calculer des informations. Quelle est la nature de ce projecteur? Est-il bon? Est-il mauvais, angélique, démoniaque? Ce projecteur est démoniaque? Non, sa nature est qu'il projette des images. Quelle est la nature des caméras? Elles capturent des images, c'est tout. Alors, quelle est la nature d'un être humain? La nature d'un être humain est qu'il prend une information, il la traite, et ensuite, il la ressort par son comportement. Et comme nous allons le voir, c'est très proche d'un ordinateur. Je ne dis pas que c'est un ordinateur, je dis que ça y ressemble. La nature humaine n'est ni intrinsèquement bonne, ni intrinsèquement mauvaise, comme le pensent beaucoup de gens qui se rangent d'un côté ou de l'autre de cet argument. Nous devrions plutôt considérer les conditions de fonctionnement ou l'environnement dans lequel les êtres humains existent, qui influencent dans une large mesure leur comportement, créant ainsi la condition humaine actuelle. C'est pourquoi on appelle ça la condition humaine. Ce n'est pas appelé la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est appelé la condition humaine. Ce n'est pas appelé la nature humaine. Ça s'appelle la condition humaine. Il y a une raison pour laquelle ça s'appelle une condition. Dans quelles conditions est mon ordinateur en ce moment? Dans quelles conditions est mon projecteur? Et dans quelles conditions sont les caméras de Richard? Elles sont en état de marche, elles font ce qu'elles sont censées faire, parce qu'elles ont été maintenues en bonnes conditions. Dans l'exemple de mon ordinateur, il a un système d'exploitation en état de marche sans malware dessus. Il a un logiciel qui fait le travail, qui fait ce que je lui demande de faire correctement sans bug. Ce sont les conditions de fonctionnement qui détermineront les performances de l'appareil, le genre de résultat qu'il peut produire dans le monde. Encore une fois, ce que je dis ici, c'est que les êtres humains sont semblables à des ordinateurs. Pas qu'ils sont des ordinateurs. Laissez-moi le dire catégoriquement. Nous ne sommes pas des ordinateurs, nous sommes semblables à des ordinateurs. Nous sommes programmables. C'est la nature de l'être humain. Combien de personnes ont déjà entendu quelqu'un dire que la nature d'un être humain est qu'il est programmable? À ma connaissance, je suis la seule personne ou le seul chercheur qui dit ça de la nature humaine. Notre nature est que nous pouvons être programmés. C'est une autre chose que les gens ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas entendre ça parce qu'ils se comparent à une machine mécanisée. Et pour insister, je ne dis pas que nous sommes des ordinateurs. Je dis que nous sommes comme eux dans la mesure où nous pouvons être programmés. Ainsi, ce que l'on met dans une personne via l'environnement, qui est appelé la culture, et qui devient sa programmation, détermine ce qu'elle va produire sur l'écran, qui est appelé la vie humaine. Cela va créer la condition humaine dans son ensemble, car de plus en plus de gens fonctionnent de cette manière. Alors, regardons comment ça fonctionne. Les êtres humains sont programmables, un peu comme des ordinateurs. Comme un ordinateur, si un être humain a un mauvais format de système de fichiers, c'est la première chose que vous faites quand vous vous apprêtez à utiliser un ordinateur. Vous devez formater le disque. Combien de personnes ici sont un peu technophiles? Pas beaucoup. Environ un quart ou un tiers, très bien. Donc, certaines personnes sauront de quoi je parle ici. Pour les autres, excusez le jargon pendant un moment. Je vais vous expliquer ce que c'est. Un formatage, c'est que vous devez formater le disque dur pour le préparer pour un système d'exploitation spécifique, qui est en fait le contrôleur des tâches. Il va contrôler ce qui se passe sur l'ordinateur, quels programmes, comment les programmes sont lancés, comment la mémoire est utilisée, etc. En un mot. Je fais ça pour vivre, donc je connais tous les trucs techniques. Je vais essayer de rester simple. Si l'être humain a un mauvais système de fichiers, cela ressemble aux conditions de fonctionnement pendant les années de formation d'un enfant, essentiellement les 6 premières années de sa vie. Maintenant, pensez-y. Nous appelons cela les années de formation. Leurs années de formation. Comme le formatage d'un disque dur. Parce que c'est ce qui met le système de fichiers dans l'être humain, qui le prépare à son système d'exploitation. Donc, en grande partie, ce qui programme l'enfant à ce stade, ce sont les parents, et ce qu'ils verront dans leur environnement immédiat, leur maison, et pendant leurs premières années de, entre guillemets, scolarité.
Comme un ordinateur, si un être humain a un mauvais système d'exploitation, comme macOS, Windows, Linux, Android, iOS, ce sont des systèmes d'exploitation. Ils fournissent essentiellement une plateforme sur laquelle d'autres programmes vont fonctionner. Et ils fournissent une interface utilisateur graphique. C'est votre culture, le système d'exploitation et la culture dans laquelle les programmes fonctionnent. Si vous avez un mauvais système d'exploitation, que vous êtes déjà entouré d'un mauvais environnement et d'une mauvaise culture, cela va aussi avoir un impact négatif sur le résultat. Puis il y a des mauvais logiciels. Ce sont les programmes que vous exécutez. Si je n'avais pas un bon logiciel de présentation, un bon logiciel, ma présentation pourrait être bâclée. Elle pourrait planter en plein milieu, elle pourrait ne pas afficher les graphiques ou le texte correctement. Donc vous devez vous assurer que vous travaillez avec un bon logiciel fiable. Le logiciel, c'est le système de croyance, ce que la personne a pris dans son esprit, qui est traité et fait partie d'elle-même. Si toutes ces choses sont mauvaises, nous avons 3 mauvais composants. Le formatage est mauvais, le formatage du système de fichiers, qui est les années de formation de l'enfant. La culture est mauvaise, ce qui signifie qu'ils grandissent déjà dans une mauvaise culture, ou dans une culture qui tolère le relativisme moral, etc., et ne comprend pas la loi naturelle. Et les programmes logiciels qui ont été introduits dans l'enfant sont mauvais, c'est-à-dire leur système de croyance. À votre avis, quel sera le résultat de cet entre guillemets ordinateur? Quel genre? Est-ce que ça va être positif? Est-ce que ça va être chaotique? Si je fais planter mon système, je dois formater mon disque dur. Si je mets un système d'exploitation qui est comme à l'état alpha, qu'il n'est pas prêt pour le grand public parce que les développements ne sont pas terminés, et qu'ensuite j'y mets des logiciels merdiques pleins de bugs que les développeurs ne se sont pas vraiment souciés de programmer correctement, pensez-vous que cet ordinateur va fonctionner correctement et me donner la sortie que je cherche sur l'écran? Ou le résultat sur Internet? Bonne chance! Si vous connaissez un peu les ordinateurs, vous riez parce qu'il serait ridicule de penser qu'ils puissent faire ça. Eh bien, pourquoi n'aurions-nous pas cela dans notre environnement alors que toutes ces choses sont mal programmées? Cette sortie sur l'écran va être aussi horrible si toutes ces 3 choses qui déterminent le fonctionnement du système sont aussi mauvaises. Ça va donc contribuer à la détérioration des conditions à une échelle globale. Comme un ordinateur, le comportement d'un être humain dépend largement de sa programmation. Et sa programmation est la qualité de l'information qui est entrée en lui, la qualité de l'information qu'il reçoit. La qualité de l'information qu'il reçoit va déterminer la qualité de l'information qu'il produit, comme tout autre ordinateur. Donc, si des déchets entrent, surprise, des déchets vont sortir. Si de bonnes informations entrent, de la qualité entre, de la qualité sortira. Le résultat sera ce que l'on veut qu'il soit. Il sera capable de traiter et de créer de manière efficace, effective, pas chaotique. Voici un diagramme très simple. Si les gens le comprennent, ils comprennent vraiment comment la loi naturelle fonctionne et, encore une fois, c'est très impopulaire. Les gens ne veulent pas regarder ce qu'est la base, la fondation ou la plateforme de cette structure. Une fois de plus, cette idée que la connaissance est ce qui est nécessaire contrarie beaucoup de gens, parce qu'ils veulent croire qu'ils vont obtenir ces choses qu'ils disent vouloir sans faire le travail pour acquérir cette connaissance et donc comprendre les exigences pour obtenir ces conditions. Vous allez comprendre ce que je veux dire. L'information disponible est ce avec quoi vous commencez. Elle constitue une connaissance potentielle et elle peut devenir une connaissance si elle est prise en compte, si elle est assemblée. Elle peut être assemblée, traitée, comprise et ensuite utilisée. On pourrait appeler ça l'étape de la grammaire de ce processus en 3 parties que je vais expliquer. On pourrait aussi appeler ça l'étape de l'entrée. Si nous le regardons dans un modèle informatique, c'est l'étape d'entrée des informations ou de programmation de quelque chose.
Maintenant, l'étape suivante qui est construite sur cette base est une fois que vous avez enregistré l'information nécessaire, vous arrivez alors à une position de compréhension. Vous savez ce que cela signifie, vous reconnaissez les schémas. C'est donc la deuxième étape de ce processus. Votre compréhension ou manque de compréhension, dans la première étape, votre connaissance ou manque de connaissance va mener à la compréhension ou manque de compréhension. Si la compréhension est présente dans votre processus de prise de décision, vous serez en harmonie avec ce que vous dites vouloir. Vous allez comprendre que si c'est ce que vous voulez, c'est ce qui est nécessaire pour l'obtenir, pour le faire arriver, pour le manifester. C'est ça la compréhension. C'est un processus de décision qui se produit dans l'esprit. Ces processus ont lieu dans l'esprit humain et sont choisis par chaque individu en fonction des informations disponibles. Donc, encore une fois, vous pouvez voir que si l'information est retenue, si elle est occultée, ou même si c'est juste que les gens sont dissuadés de la prendre, parce que certains diront « non, il n'y a rien là, il n'y a rien à voir », vous pouvez voir qu'ils n'arriveront jamais à cette étape, ils ne comprendront jamais. Ils n'arriveront jamais au deuxième niveau de création de notre réalité. Effectivement, efficacement. La troisième étape de ce processus est ce que vous faites de ce que vous avez compris, de ce que vous savez et comprenez. C'est l'étape de l'action. Le comportement de chaque individu, les comportements qu'ils choisissent de leur propre gré, est basé sur la qualité de leur processus de prise de décision qui se passe dans l'esprit humain. Ce processus, comme nous l'avons déjà vu, est en retour basé sur la qualité des informations disponibles. C'est donc le comportement. Les gens ne pensent pas à la sagesse comme à un comportement, ils ne pensent pas à la sagesse comme à une action, ils pensent que c'est quelque chose qu'on ne fait que savoir. Non, tout faux. La sagesse n'est pas la connaissance ou la compréhension. La sagesse est l'action. Laissez-moi le dire encore une fois. La sagesse est l'action. C'est la connaissance et la compréhension qui ont été appliquées. L'application. C'est le programme que vous allez exécuter sur l'ordinateur, sur lequel vous avez installé un système d'exploitation et que vous avez formaté correctement. L'application et l'action. Quand vous travaillez sur un ordinateur, vous travaillez avec une application. Vous ne construisez pas les choses avec le système d'exploitation. Le système d'exploitation est ce qui supporte le programme qui vous permet d'être créatif. Et en retour, le format de fichier supporte le système d'exploitation. Nous commençons donc avec des connaissances et des informations disponibles qui peuvent être converties en connaissances, qui peuvent ensuite, à travers des processus de prise de décision et le filtrage de ces informations pour éliminer les incohérences, conduire à une compréhension. En continuité, la compréhension peut ensuite conduire, à travers nos processus de prise de décision par le libre arbitre, à l'adoption d'un comportement, d'une action dans le monde. Et quand c'est fait correctement, c'est la sagesse. Quand c'est fait avec la moralité et l'éthique de l'esprit, c'est de la sagesse. Quand c'est fait sans cela, c'est de la folie. Et cela mène à de plus en plus de chaos. Donc, sur la base de ces trois processus, quelque chose est généré, quelque chose est créé dans la réalité physique. La réalité manifestée physiquement, le monde réel pour ainsi dire. La réalité manifestée est basée sur le comportement global. Le comportement global. Une seule personne ne crée pas la réalité dont nous faisons l'expérience. C'est une autre erreur du mouvement et de la pensée New Age. Dans notre globalité, nous créons notre réalité partagée. Tous les comportements mis ensemble créent la sortie sur l'écran. Est-ce l'ordre? Est-ce le chaos? Eh bien, cela va être basé sur l'efficacité de la digestion de l'information, qui débouche sur sa compréhension et finalement l'acte qui en découle. La réalité manifestée est la qualité des conditions qui se manifestent dans une société en fonction de la qualité globale du comportement humain au sein de cette même société. C'est ainsi que notre réalité est réellement créée. Les conditions dont nous faisons l'expérience en tant qu'événement quotidien de notre vie résultent d'un simple processus en 3 étapes qui mènent à un résultat.
Et pour les gens qui ont examiné ce processus de découverte et ce processus créatif, il est connu sous le nom de trivium. Voici ce qu'est le trivium. Dans les traditions antiques, le trivium était appelé connaissance, compréhension et sagesse. Dans les aspects ultérieurs, lorsqu'ils sont sortis des mains de la tradition de l'école des mystères et qu'ils sont entrés dans les mains d'un autre groupe de réflexion et d'une autre société, la connaissance du trivium a été appelée grammaire, logique et rhétorique. La grammaire étant l'étape de la connaissance consistant à agréger les informations disponibles, la logique étant l'étape de la compréhension consistant à utiliser des processus pour analyser et filtrer les dites informations et parvenir à les comprendre. Enfin, l'étape de la rhétorique est celle de l'application, de l'action basée sur ce que vous avez compris. Il y a une troisième façon de voir le trivium, dans le jargon informatique, et c'est entrée, traitement et sortie. Puis vous obtenez le résultat sur l'écran, ce qui s'appelle la vie. Peu m'importe le nom que vous voulez donner au trivium, mais comprenez-le et sachez comment il fonctionne, d'accord ? Parce que c'est la raison pour laquelle nous sommes en grande partie dans la situation dans laquelle nous sommes. Car la méthodologie du trivium de la découverte de la vérité a été complètement oblitérée de la conscience publique. Complètement oblitérée. Combien de personnes ont déjà entendu le mot trivium? Levez la main si vous avez entendu ce mot. Une bonne partie des gens l'ont entendu. Beaucoup n'ont jamais entendu ce mot, et si vous faites une recherche sur Google, la plupart des gens vont trouver le groupe de métal, Trivium, qui n'est pas un mauvais groupe. Mais le point important ici est que les résultats qui vont s'afficher sur Google ou Bing ou Yahoo ou autres vont vous donner un groupe de métal, un groupe de heavy metal, au lieu de la méthode Trivium d'apprentissage, de la méthodologie classique d'éducation des arts libéraux. Parce qu'ils veulent essayer d'écarter cela autant que possible des humains. Ils ne veulent même pas que vous compreniez comment cela fonctionne. Et c'est pourquoi elle a été retirée de l'enseignement public. Et c'est pour ça que tant que la société restera telle qu'elle est, ça ne reviendra jamais à l'école publique. Une petite anecdote. Quand j'étais au lycée, et Dieu merci d'être allé à ce lycée, parce qu'ils nous ont vraiment martelés avec le latin et le grec. Vous allez savoir votre latin et votre grec quand vous sortirez de mon lycée. Concernant tout autre endoctrinement qu'ils nous ont prodigué, c'est une autre histoire. Mais je peux vous assurer qu'on sortait de là en connaissant les langues anciennes. Ça faisait encore partie du programme quand j'étais au lycée. Et encore une fois, je pense que je m'en suis mieux sortie simplement grâce aux connaissances linguistiques que j'ai acquises. Nous avons lu les journaux de guerre de Gaius Julius César, dans leur version originale en latin, et nous les avons traduits. Et dans l'un d'eux, il parle du fait qu'il condamne absolument l'un de ses centurions. Ils sont en campagne en Gaule, qui est la France maintenant. Et César est, vous savez, en train de faire le tour de ses troupes, et il se prépare à aller plus loin. Dans leur campement, ils avaient beaucoup d'esclaves de l'Empire romain qu'ils emmenaient avec eux dans leur campagne. Ils portaient une grande partie de l'équipement, ils transportaient les équipements pour que les centurions puissent se battre sur le champ de bataille suivant. Les esclaves devaient faire tout ce travail manuel. Et César dit à l'un de ses centurions, il passe par leur campement et il voit l'un des chefs centurions enseignant à l'un des esclaves la méthode du trivium. Et il s'énerve vivement contre lui dans ce journal. Il dit qu'il va voir l'un de ses centurions, qu'il le voit enseigner le trivium, et il se met en rage. Comment osez-vous enseigner à un esclave notre méthode d'apprentissage? Bientôt, ils ne voudront plus être esclaves. Il y aurait un soulèvement s'ils savaient ce que nous savons, s'ils connaissaient notre méthodologie de découverte de la vérité. J'ai oublié comment ça se termine exactement, mais je pense qu'il a dit à ce centurion que s'il le surprenait à nouveau à faire ça, il le jetterait personnellement dans la Gaule sauvage et qu'il laisserait les Gaulois s'occuper de lui. Vu que l'Empire romain essayait de conquérir ce peuple à ce moment-là, cela revenait en fait à une condamnation à mort. Mais je ne l'exécuterai même pas, je laisserai notre ennemi l'exécuter.
C'est à quel point il ne voulait pas que ses esclaves comprennent leur méthodologie d'apprentissage. Et c'est le trivium. Et c'est pourquoi la plupart des gens n'ont jamais entendu ce mot. Donc vous devez vous pencher dessus et comprendre comment ça marche. C'est tout ce que je peux dire à ce sujet. C'est comme ça que nous construisons notre réalité, soit de manière efficace, soit de manière destructive. Examinons donc certains des principes de la loi naturelle. Dans mon séminaire étendu, qui est une classe de 6 semaines, je rentre dans ces principes en profondeur. Nous n'allons pas faire cela aujourd'hui, parce que le temps ne le permet pas. Je vais aborder brièvement chacun d'entre eux. Le mot principe, définissons-le. Principe vient du nom latin principia. Principia signifie d'abord, avant tout, principal, chef ou les plus nécessaires. C'est ce qui compte le plus. C'est la première chose qui doit être comprise avant toute autre chose. Les principes doivent venir en premier. Et c'est là le problème. Notre société ne met pas les principes en premier. Elle met les futilités en premier. Et nous ne sommes plus une société qui se soucie des principes ou des choses les plus nécessaires. Donc, les choses de premier plan, où les principes doivent passer en premier. Regardons donc quels sont les principes qui sous-tendent la loi naturelle. Ce sont les choses les plus importantes. C'est ce que les principes devraient signifier pour les gens. Quand nous demandons aux gens de définir un principe, la première chose qu'ils devraient dire est « c'est la chose la plus importante ». La chose la plus importante dans ma vie. Dans le séminaire sur la loi naturelle, nous avons fait des devoirs. Nous avons demandé aux gens quelle était la chose la plus importante pour eux. Très peu ont répondu des principes. La plupart des gens ont répondu en disant que la famille était la chose la plus importante. Le lien familial était plus important pour eux que les principes. Quand les gens m'entendent dire que c'est à l'envers, ils me disent que je suis froid. Ce que je vous dis, c'est que le lien familial, peu importe ce qu'il est, entre un mère et un fils, une mère et un fils, père-fille, mari-femme, ça n'a pas d'importance. C'est tout aussi important que les principes. Je ne vous dis pas qu'ils n'ont aucune importance. Je vous dis que vous devez mettre les principes en premier, sinon, ces relations n'ont aucun sens. Elles n'ont aucune valeur réelle si elles ne sont pas basées sur des principes. C'est pourquoi tant de relations sont dysfonctionnelles. Les principes doivent venir en premier, avant même que vous puissiez construire une relation solide avec un autre être humain. Voyons donc quels sont certains des principes de fonctionnement de la loi naturelle, avant de découvrir les expressions de ces lois dans nos vies, ce qui sera la section suivante. Ce sont ce que j'appelle les principes généraux de la loi naturelle. La loi naturelle s'exprime à travers 7 principes de base sous-jacents, plus ce que j'ai appelé un 8e principe ou principe caché. Très peu d'autres chercheurs, même les personnes qui étudient cela d'un point de vue occulte, qui étudient cela du point de vue du conséquentialisme, vous entendez très peu de personnes incorporer le 8e principe global, que je vais aborder en dernier ici. Ce 8e principe que j'appelle le principe perdu, lie tous les 7 autres principes ensemble. Ces principes constituent ensemble un passe-partout grâce auquel la sagesse universelle, y compris la connaissance des conditions requises pour obtenir ce que nous désirons, est ensuite dévoilée ou désoccultée. Lorsque les gens me demandent comment je me considère quand je fais ce type de présentation, je leur réponds que je me considère comme un désoccultiste. Je ne suis plus un occultiste, je suis un désoccultiste. J'essaie de faire sortir cette information de sa cachette. Elle a été cachée. La cachée détruit le tissu de notre société et nous met en esclavage. Elle doit sortir et ne pas être cachée. Elle doit être dévoilée et partagée largement et librement avec tous ceux qui sont capables de l'accepter et de la comprendre maintenant. Parce que nous ne sommes pas dans une position où nous pouvons attendre plus longtemps. Nous sommes au bord du précipice. Il y a une obligation morale d'apporter cette information au public maintenant. Je me considère donc comme un désoccultiste. Celui qui sort les choses de leur cachette et les présente ouvertement. Voici les 7 principes généraux de la loi naturelle.
De nombreuses personnes qui ont étudié certaines variantes de l'occultisme peuvent reconnaître ces principes comme étant les principes hermétiques. Hermétique vient essentiellement de Hermès, Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, comme on l'appelait dans les anciennes traditions grecques des mystères. Il était considéré comme le messager des dieux. Il apportait la sagesse des dieux à l'humanité. Dans l'Égypte ancienne et dans les traditions kémitiques, il était le scribe des dieux, connu sous le nom de Thoth. Il a d'autres incarnations aussi. Mais la tradition hermétique est nommée ainsi parce qu'elle est hermétiquement scellée, comme l'est la loi naturelle. La loi naturelle est hermétiquement scellée. Ce sont les principes contraignants qui sont immuables. Il y a des lois qui sont en fonctionnement, qui ne peuvent pas être changées. Ainsi, elles sont hermétiquement scellées. Donc, les 7 principes généraux, le mentalisme, la correspondance, la vibration, la polarité, le rythme, la cause à effet, qui est un principe énorme que nous allons aborder, et le genre. Je vais donc décrire brièvement chacun d'entre eux et ce qu'ils représentent. Le principe du mentalisme stipule que tout ce qui existe dans la création est en fait une manifestation de l'esprit, que tout est esprit. Cela signifie que tout ce qui arrive doit être le résultat d'un état mental qui l'a précédé. Tout. Pour que quelque chose existe, les pensées ont dû se former en premier, et ensuite elles ont formé la réalité physique. L'univers lui-même est une construction mentale du Créateur. Les pensées mènent à la manifestation des choses et des événements. Les pensées créent les conditions. Les pensées créent les choses et les conditions. Elles ne peuvent pas juste se manifester comme par magie. La pensée vient en premier. Les pensées créent notre état d'existence et la qualité de notre expérience ici sur Terre, en fin de compte. Nous devrions donc tous être responsables de tout ce que nous créons, en étant responsables de ce que nous pensons. Parce que les processus de pensée sont les chemins qui produisent nos comportements. Les gens se comportent d'une certaine façon parce qu'ils ont certains systèmes de croyances intégrés dans l'esprit qui fonctionnent comme un programme. Leurs pensées et leurs émotions conduisent leur action. Donc, le comportement ne va pas soudainement changer par magie. Les pensées et les émotions doivent changer parce qu'elles sont la force motrice derrière le comportement. C'est alors que la réalité changera. Les gens ne veulent pas entendre cela. Ils ne veulent pas entendre, si vous voulez changer la réalité, vous devez, vous-même, changer votre façon de penser. Parce que la façon dont vous pensez n'est pas propice aux conditions requises pour obtenir ce que vous dites vouloir. Dans de nombreux cas, ils font exactement le contraire. C'est le principe du mentalisme. Le principe de correspondance stipule que ce qui est en haut est similaire ou semblable à ce qui est en bas. Ce que cela signifie, c'est que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. C'est un miroir. Le dessus est comme le dessous est comme le dessus. Le dessus, dans ce cas, est le macrocosme, les lois des très grandes choses, les lois qui gouvernent la création, que nous considérons comme étant à première vue en dehors de nous. Nous savons à un niveau plus profond que ce n'est pas le cas, et que nous ne faisons qu'un avec elles. Mais nous les percevons comme étant au-dessus, les lois qui gouvernent les grands aspects des choses. Donc, le macrocosme, le très grand, la totalité de tout, et le microcosme, qui est le très petit ou les unités individuelles qui composent le tout dans leur ensemble. Ils se reflètent l'un l'autre. Ils ne peuvent être séparés, ils fonctionnent en parallèle. L'univers est en fait un système holographique. Un hologramme est une image. Vous passez un laser à travers et ça projette alors une image en 3 dimensions. C'est comme une image plate et ça projette une image en 3 dimensions. La raison pour laquelle il commence par holo, comme holistique, est que si vous brisez un hologramme en plusieurs composants en le découpant, si je prends un hologramme et que je le coupe en 4 morceaux, vous n'avez pas un quart de l'image sur une partie de l'hologramme, et un quart sur l'autre, et un quart sur la 3e, et un quart sur la 4e. Vous avez 4 images entières qui ne perdent que leur résolution d'un quart.
D'accord? Donc, tout est contenu dans toutes les petites parties. C'est comme la réalité dans laquelle nous vivons. Notre univers est holographique. Donc, l'univers est à l'intérieur de l'individu. Et l'univers entier est comme un individu, le reflet les uns des autres. Connaître le fonctionnement de l'individu nous aidera à comprendre les lois macrocosmiques. De même, l'apprentissage des lois macrocosmiques nous aidera à comprendre le fonctionnement de la conscience au sein de l'individu. Ces deux choses ne peuvent être séparées l'une de l'autre. Et encore une fois, comme je l'ai dit au début, c'est ce qu'est la connaissance occulte. La connaissance de l'occulte est comment le monde microcosmique fonctionne, ce qui est la conscience individuée, et comment le monde macrocosmique fonctionne, ce qui est la loi naturelle. L'autre partie du principe de correspondance est que notre réalité est également de nature fractale. Si vous avez étudié les fractales, ce sont des modèles mathématiques générés qui se ressemblent. On le voit à travers des choses comme la séquence de Fibonacci en mathématiques. Cela se répète sans fin dans la nature. Si vous regardez la structure de l'atome, elle est similaire à la structure du système solaire, qui est similaire à la structure de la galaxie. Ils fonctionnent de la même manière, ils ont la même apparence. Si vous reculez suffisamment, vous verrez le même modèle se répéter. Tout le monde a déjà vu le film qui a été fait dans les années 70 ou 80. C'est un petit clip de 10 minutes. Il s'appelle « Les puissances de 10 ». Est-ce que quelqu'un a déjà vu? Quelques personnes. Regardez ce film, « Puissance de 10 », et vous comprendrez de quoi je parle quand je dis que l'univers est fractal par nature. C'est un film brillant. Il va vous époustoufler, très court, quelque chose comme 9 ou 10 minutes. Il dézoome dans le cosmos pour vous montrer comment tout est similaire. Puis ils font un zoom dans les cellules de l'être humain et les atomes, la main et les cellules de la main. Et vous montrent comment tout est similaire, jusqu'au niveau atomique et au niveau subatomique. L'univers est donc à la fois holographique, ce qui signifie que tout est contenu dans les parties et vice-versa, et il est fractal ou auto-similaire à travers toutes les échelles de son existence. C'est le principe de correspondance. Le principe de vibration stipule simplement qu'il n'y a rien de tel que le repos, la mort ou l'immobilité. La mort, dans ce sens, est une illusion, parce que la vraie mort serait la cessation de tout mouvement et de toute énergie. Il n'y a pas une telle chose, elle n'existe pas. Vous ne pouvez aller nulle part dans la création où quelque chose est en repos total. Et je plaisante à ce propos. Barb me raconte des histoires drôles quand elle rentre du travail, et elle essaie d'éclairer les autres infirmières avec qui elle travaille. Elle essayait d'expliquer à l'une des autres infirmières, « Tu vois, ce bureau contient des atomes, et ils ne sont pas au repos. Ils sont dans un mouvement fou et chaotique, surtout les nuages d'électrons de l'atome. Et si tu regardes à un niveau assez profond, tu verras que c'est un chaos, que toutes sortes de mouvements se produisent, apparemment au hasard. » Et l'autre infirmière lui dit, « Barb, tu es folle. » Ce que je réponds à ça, c'est « Comment avez-vous pu faire l'école d'infirmière sans jamais avoir considéré le concept de l'atome ?» C'est incroyable. Elle pense réellement que l'immobilité perçue est l'immobilité réelle. Et elle n'a pas compris que si on zoome là-dedans avec un microscope assez puissant, on verra toutes sortes de mouvements et que rien n'est au repos. Elle pensait que Barb était bizarre pour avoir essayé de lui expliquer ça. Le repos total n'existe pas. Si quelque chose existe, c'est en mouvement. Tout bouge, tout vibre, et au niveau le plus fondamental, l'univers et chaque chose qui le compose est en fin de compte une pure énergie vibratoire qui se manifeste de différentes manières, différentes fréquences, différentes formes vibratoires. L'univers n'a pas de véritable solidité, telle que nous l'imaginons au niveau macrocosmique. La matière est simplement de l'énergie en état de vibration. Si nous comprenons vraiment cela, et de nombreuses sciences le comprennent enfin, et essaient de propager cette connaissance dans le public, nous arriverons à comprendre qu'il s'agit d'une construction spirituelle pour acquérir de l'expérience, pour avoir une expérience et apprendre et grandir en conscience.
C'est le but de tout cela. Rien n'est vraiment solide. Nous disons que nous sommes un esprit, nous disons que nous sommes esprits ayant une expérience humaine. L'univers entier est spirituel, ayant une expérience dans la solidité. C'est comme ça que vous devez voir le principe de vibration. Le principe de polarité stipule que tout a une double nature. Il y a des polarités dans tout ce qui existe. Tout a des pôles, tout a son double opposé. Cependant, les opposés sont identiques en nature, mais ils sont différents en degrés. Laissez-moi vous donner un exemple de ce que cela signifie. Le chaud et le froid sont-ils vraiment opposés ou pouvons-nous simplement les considérer comme la présence d'énergie thermique ou l'absence d'énergie thermique? Ce qui signifie qu'il s'agit de la même chose, de l'énergie, et qu'elle est concentrée dans une zone spécifique, ce qui la rend chaude, ou qu'elle est absente d'une zone spécifique, ce qui la rend froide. C'est ce que sont le chaud et le froid, au niveau fondamental. À notre niveau de perception, ce sont des opposés, mais au niveau fondamental, c'est la même chose, l'énergie ou l'absence d'énergie. Tout comme les 3 étapes du trivium. La connaissance et l'ignorance sont-elles la même chose? Oui, en fait, elles le sont, parce que la vérité est toujours présente. La question est de savoir si elle est absorbée et traitée, ou si on refuse de l'absorber et n'est pas traitée. C'est pareil. Elles sont identiques dans leur nature, mais elles sont différentes dans leur degré. Les extrêmes peuvent se rencontrer et se mélanger et jouer l'un avec l'autre, comme représenté dans le symbole yin-yang, le masculin et le féminin. Ils doivent être mélangés. Et à un certain niveau de la réalité, tout ce qui est apparemment contradictoire peut être réconcilié. Encore une fois, je souligne le terme « à un certain niveau ». Au niveau du champ unifié, tout est conscience, pure conscience. Cependant, à ce niveau, il y a des différences dans la conscience. À ce niveau, il y a des choses qui se produisent et que nous devons comprendre. À ce niveau, il y a des choses que nous devons régler et rectifier parce que cela a de l'importance. C'est important. Donc, encore une fois, faites attention avec certains des préceptes de New Age qui sont diffusés. Oui, tous les paradoxes peuvent être réconciliés, à un certain niveau. Dans ce domaine, nous devons avoir les pieds sur terre, dans le domaine physique. Dans la tradition hermétique, une grande partie de cette compréhension provient de l'Égypte ancienne, qui était connue sous le nom de Kem, la terre appelée Kem, ce à quoi les Kémites se référaient. Le mot Égypte est un abâtardissement de la capitale, la prononciation grecque de la capitale de Kem, qui était Memphis, à un moment donné. Et cette ville était appelée Aegyptus en grec. Et c'est devenu l'Égypte en anglais. Mais le nom original de l'Égypte était Kem. Elle était simplement appelée noire ou sombre dans leur langue. C'était la terre noire, dont nous obtenons le mot alchimie. Et encore une fois, al signifie issu de. Cela signifie issu de la terre noire, al-Kemet. C'est d'où vient le terme alchimie. Cela signifie que de l'obscurité, cette connaissance viendra et apportera la lumière. Parce que beaucoup de ces traditions et enseignements mystérieux viennent de Kem. Ensuite, les gens les ont pris de Kem et ont commencé à les propager dans d'autres régions où étaient les Grecs, dans les traditions de mystère grec. Encore une fois, il y avait des côtés lumineux et des côtés sombres dans toutes ces traditions de mystère. Il y en avait qui utilisaient la connaissance avec sagesse et essayaient de la propager et d'élever la conscience humaine, et il y avait ceux qui voulaient l'utiliser égoïstement pour leur propre bénéfice et pour contrôler les autres. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans la tradition des mystères égyptiens, je suis désolée, j'ai perdu le fil de ma pensée. Je parlais du fait que tous les paradoxes peuvent être réconciliés à un certain niveau et j'ai parlé des traditions mystérieuses. Je ne me souviens plus de pourquoi j'ai parlé de ça, alors je vais juste avancer. Regardons le principe du rythme. Tout a un flux, vers l'extérieur comme vers l'intérieur. Tout a ses marées. Toutes les choses montent et descendent. Tout a un rythme ou une oscillation. Il y a des tendances qui existent dans l'énergie. Le balancement du pendule se manifeste dans tout ce que nous subissons, tout ce que nous percevons. La mesure du balancement vers la droite est la mesure du balancement vers la gauche. C'est juste un opposé. C'est perçu comme un opposé.
Le rythme va se contrebalancer. Ce qu'il faut comprendre lorsque nous parlons de lois naturelles, c'est que beaucoup de gens diront « Eh bien, c'est juste la façon dont la tendance nous pousse, c'est juste la façon dont la marée nous amène. » Non, mais ce n'est pas vraiment exact. Nous ne pouvons pas considérer ces choses comme si les rythmes étaient gravés dans la pierre et devaient être ainsi maintenant. Une des choses que la tradition hermétique enseignait concernant ces lois, ces principes, était qu'ils pouvaient être surmontés par des niveaux de conscience plus élevés. Celui-ci était l'un d'entre eux. Le rythme est un principe, c'est une tendance pour quelque chose à osciller d'une certaine façon. Comparons-le à la génétique. Si vous regardez la biologie récente, beaucoup de biologistes modernes suggèrent que la conscience joue dans l'activation ou non d'un gène, et donc exprime un certain état. Eh bien, c'est la même chose. Il y a quelque chose qui peut être fait à propos de l'oscillation ou de la marée. Regardons cela comme si vous aviez un bateau et que vous vouliez amener le bateau en mer. Vous devez passer la marée. Vous devez passer les déferlantes des vagues. Et si la marée est vraiment forte à marée haute, ça va être beaucoup plus difficile. Vous allez devoir dépenser plus d'énergie pour l'amener en mer. Si, par contre, vous l'amenez lorsque les courants se déplacent vers la mer, il y a un flux qui se déplace plus profondément vers l'océan. Et si vous commencez à ramer avec ce bateau, alors vous allez pouvoir le faire beaucoup plus facilement. Si le vent pousse un avion, il devra dépenser moins d'énergie. Il arrivera plus rapidement, car l'énergie s'ajoute. Si par contre vous volez contre le vent, vous devez dépenser beaucoup plus d'énergie. C'est juste la tendance. Vous pouvez toujours arriver là où vous voulez aller. Vous devez juste faire plus d'efforts. Maintenant, on est dans une tendance où les choses ne coulent pas. C'est un reflux et c'est quelque chose qui a besoin de plus d'énergie si on veut résister à la tendance. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la surmonter. Ça signifie qu'au moment où nous vivons, nous voulons que ce mouvement aille dans cette direction, mais sa tendance est d'aller dans cette direction. Il faut donc plus de volonté en ce moment pour faire bouger la conscience. À d'autres moments, la conscience peut osciller dans une direction positive et il faut beaucoup moins d'énergie pour la faire avancer. Cependant, nous ne vivons pas à cette époque. Nous vivons dans ce que de nombreux chercheurs ont appelé le Kali Yuga, ou l'âge des ténèbres et de la destruction. C'est le point qui résiste le plus au flux de la conscience, et il va falloir un effort énorme pour briser ces systèmes de croyances préexistants qui ne servent pas à ce que nous sommes. Donc c'est le principe du rythme. Celui-ci est le principe de la loi naturelle qui correspond le plus à la façon dont j'utilise le terme loi naturelle aujourd'hui. La cause à effet. Beaucoup de gens, encore une fois, dans la communauté New Age, ne veulent pas croire qu'il y a des causes et des effets, et que les effets sont conduits par des causes qui, vous savez, viennent d'abord, et ensuite manifestent des conditions. Le principe de cause à effet stipule simplement que toute cause a son effet, et que tout effet a sa cause. Chaque chose qui se produit est conforme à la loi. Le hasard n'est qu'un nom pour une loi non reconnue. Il existe de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. Donc, encore une fois, y a-t-il un libre arbitre? Oui, il y a un libre arbitre. Mais existe-t-il un libre arbitre permettant d'ignorer la loi sans conséquence? Non, il n'y en a pas. C'est la limite du libre arbitre. Le libre arbitre opère dans la limite de certaines conditions, que j'appelle la loi naturelle, qui est en fait une série de lois. Le libre arbitre opère dans ces paramètres ou conditions limitées qui ne peuvent être dépassées sans conséquence. Ah oui, vous pouvez enfreindre la loi naturelle, oui, vous pouvez la briser, mais vous ne pouvez pas la briser sans conséquence. Vous ne pouvez pas l'enfreindre sans conséquence négatives. Et c'est pourquoi cet ensemble de connaissances a été appelé par le passé le conséquentialisme. Il s'agit de la connaissance de la manière dont les conséquences sont générées par nos processus décisionnels de libre arbitre dans les limites de la loi naturelle. C'est donc la loi de cause à effet, le principe de cause à effet. Je cherchais des images qui résument le principe de cause à effet et j'ai trouvé ce dessin.
Je pense qu'il le fait brillamment, surtout parce que les effets se produiront-ils immédiatement? Non, ils ne se produiront pas immédiatement. Il y a une latence. Vous mettez la cause en mouvement, l'univers va intelligemment, par un réarrangement de toutes les dynamiques dont il a besoin pour réarranger, vous apporter l'effet de ce que vous avez généré en mettant cette cause en mouvement. Il y a un intervalle de temps entre le moment où la cause se met en place et celui où l'effet se produit et vous frappe. C'est pourquoi la reconnaissance de la cause à effet est plus difficile, car elle est séparée par un décalage temporel, que nous percevons comme le temps linéaire. Si vous avez fait du mal à quelqu'un, et qu'immédiatement vous avez été piqué par une guêpe, chaque fois que vous avez fait du mal à quelqu'un, elle se montre et vous frappe immédiatement, dans les 2 secondes qui suivent le moment où vous avez fait du mal à quelqu'un, volé quelqu'un, menti à quelqu'un, etc. Commenceriez-vous à relier cette chose au mal que vous avez fait? Je pense que la plupart des gens verraient le schéma, ils reconnaîtraient le schéma. Mais comme cela n'arrive pas, et que pour générer l'expérience de quelque chose de nuisible pour nous-mêmes, une fois que nous avons fait quelque chose de nuisible à d'autres personnes, il y a un décalage dans le temps, il est très difficile pour les gens de voir le lien à travers le temps. Et de plus, cela n'arrive pas exactement dans un rapport de 1 pour 1. La conséquence karmique est plus compliquée que tout ça. Ce qui se passe, c'est que nous faisons tous l'expérience, dans l'ensemble, des torts que l'espèce humaine commet quotidiennement et que nous ne tentons pas de rectifier et d'arrêter. Le karma s'accumule par notre inaction. Les gens pensent que le karma ne peut s'accumuler que par l'action. Non, ce n'est pas le cas. Il peut aussi être accumulé par l'action. Et c'est là que beaucoup de gens dans notre société ne prennent aucune mesure. Et ils sont prêts à laisser le mal se répandre sans contrôle. Cela va forcément revenir et nous tomber dessus. Ce que nous avons mis en route va nous retomber dessus, si nous ne changeons pas nos pensées, nos émotions et nos comportements. Rien n'échappe à la loi. Nous sommes liés par elle éternellement. Pour ceux qui connaissent mon travail, vous m'avez vu décomposer la trilogie Matrix. La loi de cause à effet est largement mise en avant dans le 2e Matrix, Matrix Reloaded. La scène qui résume le mieux cette loi est celle du personnage du mérovingien, qui dit aux héros qui veulent se libérer de la matrice et de son contrôle: « Vous venez me voir sans comprendre pourquoi vous êtes dans cette position. Vous ne comprenez pas les facteurs de causalité qui ont conduit à la condition actuelle. Donc vous venez à moi sans pouvoir affecter le changement. Vous êtes impuissant. Alors pourquoi devrais-je vous aider? Vous êtes impuissant parce que vous n'avez pas la connaissance et la compréhension de ce qui a déclenché ces événements. Pourquoi? Il demande pourquoi, il dit. Le pourquoi est la seule source de pouvoir réel. Sans pourquoi, vous êtes impuissant. Il parle de cause à effet. Il le dit spécifiquement. Il appelle la causalité la seule vraie vérité. Et c'est le méchant. Les vérités sont prononcées par le méchant du film. C'est une technique très utilisée à Hollywood. La vérité est prononcée par le méchant dans les films ou les séries. Il y a un revers sombre à ce qu'il dit. Il dit « le libre arbitre est comme une illusion ». Non, c'est là que l'occultiste sombre essaie de faire trébucher les héros. Il y a à la fois le libre arbitre et la loi naturelle. Il le dit au personnage de Morpheus. Tout commence par un choix. Et Morpheus répond « exact ». Nos choix mettent en mouvement cette causalité avant qu'elle ne devienne un effet. Et le mérovingien essaie de lui dire que non, le libre arbitre n'existe pas. C'est là que l'occultiste sombre vous donnera la majeure partie de la vérité, puis l'empoisonnera avec cette chose qu'il veut vous faire accepter. La prochaine chose à comprendre, ce sont les 2 plans. Il y a le plan des effets et puis il y a le plan des causes. Sur le plan des effets, il n'y a aucune chance de produire un changement.
qui est la réalité physique manifestée. Ce qui existe déjà, on ne peut rien y faire. On ne peut pas le changer. Vous ne pouvez pas changer le passé. Vous pouvez changer ce qui commence maintenant et vous assurer que cela sera changé dans le futur. Mais pour l'instant, ce qui est la vérité, et tout ce que vous pouvez faire, c'est l'accepter ou la rejeter. Vous ne pouvez pas changer le passé. Le monde physique qui s'est manifesté jusqu'à présent est donc le résultat de choses qui se sont produites dans le passé. Les causes se sont produites dans le passé et vous ne pouvez rien y faire pour l'instant. Le plan des effets, ou le monde physique, est là où les réalités manifestées se sont déjà produites, ont déjà pris forme, se sont déjà formées en raison de leurs facteurs causaux sous-jacents. Le plan des effets constitue ce qui s'est déjà produit. En tant que tel, aucun pouvoir d'affecter le changement ne réside ici, parce que ce qui s'est déjà produit ne peut pas s'annuler. Ce qui s'est produit ne peut pas se défaire. C'est arrivé, c'est déjà fait. C'est devenu ce qui est, ou la vérité. La conscience humaine semble être piégée sur le plan des effets, ce qui signifie que l'humanité dans son ensemble reste ignorante des causes sous-jacentes qu'elle a elle-même déclenchées et qui conduisent à la souffrance qu'elle s'inflige dans sa vie. Donc, si vous êtes piégé à ce niveau, ce que vous faites, c'est que vous regardez les symptômes et vous êtes coincé à regarder les symptômes. Tout le monde se dit « Oh, il y a une solution politique à cela, nous devons voter pour les bonnes personnes. Oh, il y a une solution financière à cela, nous devons juste établir la bonne politique monétaire. Il y a une solution scientifique à cela et des avancées technologiques vont être faites qui vont soudainement sauver nos âmes et rendre le monde différent. » Et ils pensent que tout cela va se faire alors que l'esclavage est toujours en place. Eh bien, encore une fois, bonne chance avec ça, faites-moi savoir comment ça se passe. J'interviens à des événements liés à l'énergie libre. Je travaille avec la Tesla Science Foundation. J'interviens à des événements liés aux ovnis pour parler de la divulgation de la présence extraterrestre. Ces deux communautés ne comprennent pas que les choses qu'elles disent vouloir sont impossibles. Et je vais commencer à parler d'eux plus ouvertement. Parce que je leur ai en quelque sorte donné des enseignements doux et je pense qu'ils ont besoin de les entendre un peu plus durement. Parce que ces deux communautés ne parlent pas de la moralité autant qu'elles devraient le faire. Ils pensent que nous allons avoir l'énergie libre, mais rien ne va changer en ce qui concerne la structure sociale du monde. Nous allons juste développer l'énergie libre et ça va magiquement nous sauver. Nous aurons toujours l'esclavage, mais l'énergie libre sera là et le monde sera magiquement meilleur. La communauté des ovnis pense souvent qu'il va y avoir des divulgations, qu'ils vont nous dire tout ce qu'ils savent sur les autres intelligences qui sont là dans la galaxie, dans l'univers avec nous. Ils pensent qu'ils vont obtenir ça dans un climat d'esclavage. Oh, bonne chance avec toutes ces choses. Vous devez d'abord démolir la structure existante. Les gens pensent qu'ils vont construire le nouveau monde alors que l'ancien se décompose. Vous devez détruire la structure de pouvoir existante avec le pouvoir de la vérité, avant que quelque chose de nouveau ne se développe. Parce que cet endroit est un jardin plein de mauvaises herbes, d'idéologies empoisonnées et de systèmes de croyances complètement erronés qui n'ont aucun rapport avec la vérité et qui ne peuvent pas nous apporter ce que nous disons vouloir. Jusqu'à ce que ces pensées soient changées, n'attendez pas les résultats que vous voulez. Donc je dis au mouvement pour l'énergie libre qu'ils n'obtiendront jamais l'énergie libre dans un climat d'esclavage. Je dis à la communauté OVNI qu'ils n'obtiendront jamais de révélation dans un climat d'esclavage. L'esclavage doit d'abord prendre fin. Ensuite, vous pourrez obtenir ce que vous dites vouloir. Encore une fois, aucun pouvoir de changement ne réside dans le monde des effets. C'est impossible à obtenir. Vous réarrangerez les chaises longues du Titanic pendant qu'il coule. Vous ne créerez aucun changement en faisant ces choses parce que les causes sous-jacentes ne changent pas. Et les causes sous-jacentes sont la façon dont nous pensons, dont nous ressentons et dont nous nous comportons. Et personne ne veut regarder cela. Ils veulent penser que toutes ces choses peuvent rester en place et que je peux magiquement obtenir ce que je veux. Je veux garder ma main sur le feu, mais je ne veux pas qu'elle brûle et se boursoufle. Eh bien, amusez-vous bien. Vous verrez ce que vous obtenez quand vous faites ça, parce que c'est ce que nous faisons quand il s'agit de la loi naturelle. Regardons le plan de la causalité. C'est l'autre plan, c'est le domaine mental, le monde mental. Selon la loi du mentalisme, le premier principe de la loi naturelle, tout ce qui se manifeste
doit d'abord se manifester dans l'esprit, avant de pouvoir se manifester physiquement. Donc, encore une fois, si le plan de causalité est le monde mental, qui génère les causes dans l'esprit, tout se passe d'abord là-haut. Et ensuite, cela descend dans le domaine physique. Cela se manifeste dans le domaine physique seulement après s'être manifesté dans le monde mental. Le plan de causalité est le lieu où les causes sont mises en mouvement avant que ces causes ne se manifestent en tant que réalité formée dans le plan des effets. Ce plan de causalité constitue les facteurs causaux, le pourquoi qui sous-tend et précède toutes les choses et tous les événements manifestés. Tout le pouvoir d'affecter le changement se trouve sur ce plan de réalité. La conscience humaine doit s'éloigner du plan des effets et se diriger vers le plan de causalité pour que les êtres humains comprennent les facteurs de causalité des conditions qu'ils manifestent collectivement dans leur vie. Alors seulement, l'humanité sera capable de co-créer sa réalité partagée à un niveau conscient, c'est-à-dire avec une compréhension du fonctionnement de la loi naturelle, plutôt qu'à un niveau inconscient, c'est-à-dire en ne comprenant pas comment la loi naturelle fonctionne. Je le considère sous la forme d'un simple graphique ou d'un diagramme. C'est le royaume supérieur. C'est le monde de la causalité, le monde mental, le pourquoi des facteurs causaux sous-jacents, qui précèdent les conditions manifestées. C'est là que notre conscience doit aller, parce que c'est là que se trouve tout le pouvoir d'affecter le changement, dans la compréhension du pourquoi de la manifestation. Ce sont donc les symptômes. Cette ligne peut être considérée comme le diagnostic. Vous devez faire ce diagnostic et trouver les facteurs causaux sous-jacents qui mènent aux symptômes. Le plan des effets, d'autre part, c'est-à-dire le monde physique, est le domaine manifesté, ce qui s'est déjà produit, qui ne peut être défait. Vous pouvez commencer dans le présent pour le défaire dans le futur. Mais en ce qui concerne le moment présent et tous les moments passés, vous ne pouvez pas le changer. C'est la vérité, c'est ce qui est. C'est déjà manifesté. Vous ne pouvez pas le changer. Aucun pouvoir d'effectuer un changement ne réside dans l'analyse continue des symptômes. Vous devez le faire assez longtemps pour savoir où est le problème. Vous avez fait le diagnostic, maintenant vous pouvez trouver les facteurs de causalité et commencer à travailler pour changer ces causes. Malheureusement, ce plan, le plan de l'effet, semble être celui où la conscience humaine dans son ensemble est piégée. Elle ne semble pas pouvoir le dépasser. Même si elle reconnaît le problème, elle veut continuer à décrire le problème. Elle veut continuer à décrire la prison. Elle ne veut pas examiner les facteurs de causalité parce qu'elle a peur de ce que sont ces facteurs. Elle ne veut pas reconnaître que les facteurs de causalité résident dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir, et tant que ces choses ne sont pas changées, la manifestation extérieure ne peut pas changer. Cela implique une responsabilité. Le dernier principe des 7 principes de la loi naturelle, ceux qui sont formalisés, est le genre. Je vais ensuite parler du 8e perdu. Le genre existe en tout a ses composants, tous ses principes masculins et féminins. Nous l'avons déjà vu en ce qui concerne le cerveau humain, la conscience, la vision du monde, etc. Le genre se manifeste sur tous les plans de l'existence, spirituel, mental, physique, tout. Concept très simple. Ce dont je veux parler brièvement est le genre mental. Le genre mental est l'état de coexistence entre les aspects masculins et féminins de l'esprit. Nous avons déjà examiné cela. Nous avons examiné la décomposition de la physiologie du cerveau, au moins de la partie supérieure du cerveau, le néocortex. L'hémisphère gauche du cerveau facilite largement les aspects masculins de l'esprit, c'est-à-dire l'intellect, la logique, la pensée analytique et les processus de pensée linéaire, tandis que l'hémisphère droit du cerveau facilite largement l'aspect féminin ou l'intuition, c'est-à-dire la créativité, la compassion et les processus de pensée holistique. La section suivante est ce que j'appelle le principe perdu. C'est le 8e principe de la loi naturelle, qui lie tous les autres principes entre eux. C'est ce que j'appellerais le principe d'encapsulation. C'est le réceptacle
à l'intérieur duquel tous les autres principes sont encapsulés, bien et proprement. Cependant, il est perdu parce que nous ne l'exerçons pas. Nous avons déjà regardé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 principes de la loi naturelle. Ils sont représentés là par les cercles qui se chevauchent les uns les autres. Quelqu'un voit-il un 8e cercle quelque part? Voici le 8e cercle. Cela peut vous sembler familier. Vous l'avez peut-être déjà vu quelque part. Quelqu'un sait-il comment s'appelle ce symbole? Pas la fleur de vie, la graine de vie. La graine de vie. Que se passe-t-il à partir d'une graine? Elle pousse, elle génère quelque chose, elle crée quelque chose. Une graine a une enveloppe extérieure, une coquille extérieure. Si vous voulez atteindre le noyau interne qui contient tout le matériel créatif, génétique, génératif, cette enveloppe doit être là et intacte. Vous brisez l'enveloppe de la graine, l'essence créative de la graine va disparaître. Maintenant, quel est ce principe? Voici ce qu'est ce principe. C'est le 8e, ou ce que j'appelle le principe perdu. C'est la chose qui doit être présente pour qu'un changement se manifeste. Et ce n'est pas ce que la plupart des gens pensent. Même si je vous dis ce que c'est, je vous garantis qu'il y aura une connotation inexacte dans ce que vous pensez que ça signifie. Voici ce qu'est le 8e principe. Il est connu comme le principe génératif, ou le principe qui régit la création, qui est en fait le facteur causal qui entre en vigueur et génère le résultat que nous disons vouloir. Mais quel est le terme réel pour ça? Qui peut deviner ce qu'est réellement le principe génératif de la création? Non, ce n'est pas l'action. La plupart des gens diront que c'est l'amour. Je veux le distinguer du concept d'amour. Je vais décrire l'amour dans cette présentation un peu plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelqu'un l'a dit. L'attention, c'est ça. Le principe générateur est l'attention. C'est différent de la compassion. Les gens me demandent pourquoi je n'utilise pas le mot compassion, parce que ce n'est pas ce dont je parle. C'est un concept différent de la compassion ou même de ce que je décrirais comme l'amour. Et je parle de l'attention avec un A majuscule. Ici, je ne l'ai même pas mis avec un A majuscule, j'ai juste mis en majuscule, tout en majuscule. Distinguez cela de l'attention avec un A minuscule. Que donnez-vous comme attention et aidez à grandir? Sur quoi vous concentrez-vous? Parce que ce sur quoi vous vous concentrez, c'est ce qui est généré, créé et qui grandit. Et cela ne signifie pas être ignorant de ce qui se passe dans le monde et ne pas regarder ce qui est négatif, parce que vous allez le nourrir et lui donner du pouvoir. Ce n'est pas ce que ça veut dire, d'accord? Cela signifie que vous savez ce que vous nourrissez. Dans ce cas, si vous voulez faire ça, vous nourrissez l'ignorance. Et c'est ce qui va se développer. C'est exactement le contraire que le New Age veut vous faire croire. En ignorant le négatif, vous vous assurez qu'il y en aura plus. Vous l'alimentez par l'ignorance en vous assurant qu'il se développe et prenne le dessus. Ce qui doit mériter notre attention et être considéré est ce à quoi vous donnez votre énergie, ce sur quoi vous vous concentrez, ce à quoi vous vous intéressez suffisamment pour y consacrer votre temps et votre attention afin de le manifester dans le monde. C'est ce que je veux dire par attention. C'est ce qui génère notre expérience dans l'ensemble. La plupart des gens ne prêtent pas attention à ce qui se passe réellement. Par conséquent, il nous est impossible dans l'ensemble de changer la direction de l'énergie, de changer la direction de la conscience et finalement d'obtenir ce que nous disons vouloir.
C'est ainsi que la véritable loi de l'attraction fonctionne. Voici comment elle fonctionne réellement. Le principe perdu est la dynamique de l'attention. Ce dont nous nous soucions au jour le jour est la force motrice de nos pensées et de nos actions. Que devons-nous développer? Le cœur, l'esprit et les tripes, n'est-ce pas? Le cœur, l'esprit et les tripes, dans cet ordre. L'attention vient en premier. Vous devez prêter suffisamment attention pour savoir, pour développer la connaissance. Ensuite, il faut agir en fonction de ces connaissances et les mettre en pratique. Les appliquer. C'est donc l'ordre cœur, esprit, tripes. L'attention, la connaissance, l'action. Ce sont les étapes. Et les trois doivent être en place. Les trois, c'est ce qu'est la conscience unitaire. Elle unifie les pensées, les émotions et les actions. Les trois aspects de la conscience tels qu'il n'y a pas de contradiction entre eux. Nos pensées, ce que nous disons, ce que nous pensons, ce que nous ressentons et comment nous agissons sont une seule et même chose. Il n'y a pas de contradiction. C'est la conscience unitaire. Puisque l'attention est le moteur de nos pensées et de nos actions, tout cela peut finalement être considéré comme le générateur de la qualité de notre expérience partagée ici sur Terre. L'attention est ce qui génère le tout. C'est pourquoi on l'a appelé le principe génératif. Comparons le cœur à une pompe dans le corps. Eh bien, que fait la pompe? C'est un générateur. Elle fournit de l'énergie. Elle déplace la force vitale à travers le sang dans le corps. Dans toutes les traditions anciennes, on parle de la force vitale qui est dans le sang. Le cœur est ce qui est la pompe à travers toute la physiologie et nous permet de continuer à maintenir la vie. Le cœur est le générateur, c'est la pompe, c'est le centre de l'être. Aussi important que le cerveau, dont nous venons de parler, le cœur est finalement ce qui génère l'expérience. Parce que ce qui nous intéresse détermine ce à quoi nous pensons sur une base quotidienne la plupart du temps, et donc comment nous nous comportons. Ce principe a souvent été appelé le principe générateur. Quelqu'un connaît-il le symbole du compas et de l'équerre de la franc-maçonnerie? Avec le G au milieu? Eh bien, c'est ce que le G représente, au plus haut niveau. Beaucoup de maçons de bas étage, les maçons exotériques, qui reçoivent les enseignements des profanes et qui pensent qu'ils sont dans le savoir, ils reçoivent l'information selon laquelle ça ne signifie que géométrie, ça ne signifie que Dieu, etc. Une des choses qu'ils vous diront, c'est qu'à un niveau légèrement supérieur, cela signifie gnose, connaissance, dont nous avons vu la signification en grec plus tôt. À un niveau plus élevé, au niveau illuminé de la franc-maçonnerie qui sont au-dessus du 32e degré, ils vous donneront la signification réelle du G à l'intérieur du compas et de l'équerre. Et c'est le principe génératif. Cela signifie genèse, création. Et oui, vous pouvez le relier directement à Dieu, sans dire que ces choses sont différentes, et les formes qui sont créées dans le monde physique manifestées sont des formes géométriques. Donc c'est aussi de la géométrie, c'est toutes ces choses. Mais au plus haut niveau, c'est le principe générateur. C'est ce que ce G signifie vraiment dans la franc-maçonnerie ésotérique. On l'appelle le principe génératif parce que ça veut dire créer. Le mot génératif vient du latin. Le verbe générer, comme on en a déjà parlé, veut dire créer. Le principe génératif est ce que nous créons. Et il est perdu, parce que les gens s'en fichent. Ils ne prêtent pas attention. C'est donc un principe perdu. Voilà comment ça marche. Ce à quoi nous tenons suffisamment pour y mettre notre volonté derrière, encore une fois, le cœur, l'esprit, les tripes. Les tripes, c'est la volonté, l'action, le principe masculin. C'est ce qui fait avancer les choses en fin de compte dans le domaine physique. Ce à quoi nous tenons suffisamment pour mettre notre volonté derrière, et c'est entraîné par l'attention. C'est le générateur ou la pompe qui entraîne la volonté. Ce qui nous intéresse suffisamment pour que nous y mettions notre volonté est finalement ce qui est créé ou manifesté dans notre monde. Le monde est tel qu'il est parce que la plupart des gens ne s'en soucient pas assez. Même s'ils disent du bout des lèvres qu'ils veulent que les choses soient différentes, ils ne se soucient pas assez pour changer les choses par leurs actions.
Je l'ai dit dans mon séminaire ou ma conférence New Age. Il s'agit d'empêcher l'action. D'empêcher l'action. C'est ce que la communauté New Age est conçue pour faire. Ils veulent que les gens soient inactifs, parce que les occultistes sombres savent que la chose qui génère finalement notre réalité est le comportement, comme vous l'avez vu sur cette simple image avec les 4 cubes. L'action est ce qui génère la réalité. Ce qui est généré est ce sur quoi on porte notre attention. Cela se produit parce que nos préoccupations et nos désirs conduisent nos actions. La plupart des gens vont dire qu'ils veulent que les choses changent, mais quand vous leur demandez « Que faites-vous pour que ce changement arrive ?», pas un mot, juste le silence. Ils n'y prêtent pas assez attention pour changer les choses par leurs actions. C'est ce qu'est le principe génératif ou le principe perdu, et jusqu'à ce que ce principe soit rétabli, et que les gens sortent de leur paresse, et surtout de leur lâcheté. Encore une fois, dans cette conférence sur le New Age, je parle de ce à quoi se résume le mouvement New Age, et je regarderai n'importe quel New Ager dans les yeux. Ce sont des lâches. Des lâches. En fin de compte, ils sont au courant du mal contre lequel nous nous battons, et ils ont l'intention de ne pas faire la moindre chose à ce sujet. C'est de ça qu'il s'agit vraiment. Et quiconque vous dit que c'est différent de ça vous ment. Ce sont des lâches. Point final. Et je vais le dire à chacun d'entre eux en face. Si quelqu'un croit en ces sornettes, qu'il vienne me voir, je lui dirai en face. Franchement, comme je l'ai dit ici. Parce que je m'en fous. Je ne prête pas attention à leurs bêtises. Je prête attention à ce qui est réel. Donc, je vous le dis, cette religion doit disparaître. Elle doit disparaître. Si les gens veulent que de vrais changements se produisent, l'idée que ça peut être fait sans agir dans le monde réel doit être purgée de la conscience humaine. La réalité ne fonctionne pas comme ça, point final. Et je ne peux pas vous forcer à accepter ça. Je reconnais que je ne peux forcer personne dans cette pièce. Tout ce que je peux faire, c'est de le soumettre à votre considération, et si vous avez un peu de bon sens et que vous y réfléchissez vraiment, vous comprendrez que ce que je dis ici est absolument la réalité. Beaucoup de gens veulent vous tromper à travers ces notions religieuses, qui ont pour but d'amener les gens à se tenir à distance et à accepter leur chaîne. C'est pour ça que cette religion est en place. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de le poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à faire un don sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Je ne peux donc pas continuer sans votre soutien. Merci à tous et à très bientôt.